Au milieu des fourmis, une série documentaire écrite et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer de parler de la morphologie des fourmis et en particulier de l'abdomen. L'abdomen est la troisième et dernière partie du corps de la fourmi. Il se compose de plusieurs segments. C'est un élément caractéristique. Mâles, reines ou ouvrières n'ont pas le même abdomen. Chez le mâle, il est allongé, occupé en grande partie par les organes sexuels. L'abdomen de la reine est plus développé que celui des ouvrières. Les ovaires sont beaucoup plus gros que ceux des ouvrières non fertiles et occupent aussi une grande partie de l'abdomen. Il existe aussi une différence de taille d'abdomen au sein des ouvrières d'une même espèce. Les fourmis majors possèdent aussi un abdomen plus gros. La littérature relate aussi la notion de physogastre. Une fourmi physogastre est une fourmi au gastre fortement gonflé sous l'effet d'un développement important des ovaires, chez les reines, ou de la dilatation du jabot lors du stockage de nourriture, chez les ouvrières. L'abdomen peut présenter des singularités suivant les espèces. En effet, les fourmis légionnaires possèdent un abdomen capable de se distendre de manière très impressionnante à certaines périodes pour ensuite retrouver une taille plus modeste. L'abdomen comprend aussi des parties plus singulières comme le pétiole ou un organe stridulatoire et éventuellement, suivant les espèces, nous le verrons, un aiguillon à son extrémité. Comme d'autres hyménoptères, tels que les abeilles ou les guêpes, les fourmis présentent une singularité morphologique. La partie médiane de leur corps est composée du thorax, nous l'avons vu, mais aussi du premier segment de l'abdomen qui est soudé. Ce premier segment est parfois surmonté de petites excroissances en forme d'épines. Cet ensemble porte le nom de mésosome. Le deuxième et parfois le troisième segment abdominal est fortement rétréci et forme comme un étranglement, intéressant à observer sous loupe binoculaire. Nous parlons dans ce cas de pétiole ou de pédicelle et de postpétiole. Le pétiole offre une grande mobilité à la partie terminale et renflée de l'abdomen. Son aspect est caractéristique de chaque sous-famille de fourmis. L'observer finement aide à l'identification de l'espèce d'une fourmi. Par exemple, le pétiole est en forme de nœud simple chez les dolichodérinées et les ponérinées, en forme de double nœud chez les myrmicinés, ou d'écailles dressées chez les formicidés. Par exemple, notre espèce commune, l'Asus niger, possède un pédicelle à un segment, quand d'autres espèces communes chez nous en possèdent deux, comme par exemple Myrmica rubra. Le reste des segments de l'abdomen forment ce qu'on appelle le gastre. Les membranes reliant les segments du gastre entre eux, les membranes intersegmentaires, sont souples et très fines et permettent ainsi une variation importante du volume du gastre chez une fourmi. Tout comme l'existence de fourmis avec des ailes peut surprendre, savoir qu'une fourmi peut émettre des sons peut nous étonner. Et pourtant, nous venons d'entendre son son, un extrait de stridulation d'une fourmi adulte. De nombreuses espèces de myrmicinés possèdent un organe stridulatoire. Il s'agit en fait d'un grattoir situé près du pétiole et d'une plaque au niveau du gastre présentant un nombre variable de stries. En fait, des mouvements de bas en haut permettent aux deux éléments, grattoir et plaque, de frotter l'un contre l'autre pour générer des sons que nous ne pouvons pas entendre sans la technologie et l'amplification des prises de son avec un matériel adapté.
L'aiguillon prolonge l'abdomen de la fourmi adulte. Reines et ouvrières possèdent un aiguillon terminal. D'après la littérature, il s'agit d'un caractère primitif. Il est par exemple présent chez la sous-famille des Myrmicinées, comme chez la fourmi rouge, Myrmica rubra. En Europe, nous pouvons aussi observer un aiguillon chez les membres d'autres sous-familles, comme par exemple chez les Ponerinae ou les Doryllinae. Alors on peut se demander à quoi sert cet aiguillon. Il sert tout simplement à neutraliser des proies et à se défendre. Il sert à injecter du poison aux proies ou aux ennemis lors d'un combat ou d'une confrontation. Suivant les espèces, l'aiguillon est apparent ou se niche dans l'abdomen. Il est généralement lisse, mais il peut présenter des barbelures chez certaines espèces. Dans ce cas, il est difficile de le retirer des tissus dans lesquels il est implanté, il reste parfois accroché, entraînant la mort inévitable de la fourmi. Chez certaines espèces, l'aiguillon est modifié et ne pique pas. Ainsi, les fourmis du genre, par exemple Crématogaster, n'utilisent pas leur aiguillon pour piquer, mais pour déposer le venin, par exemple sur la cuticule d'un autre insecte, tel qu'une fourmi ennemie ou comme un émetteur de phéromones d'alarme. Pour terminer, il faut savoir que des espèces de fourmis ne possèdent pas d'aiguillon. Il est atrophié chez les fourmis de différentes sous-familles, comme par exemple chez les Formicinées. Ici, les composés chimiques qui servent à la neutralisation des proies et à la défense ne sont pas injectés. Chez les Formicinées, ces composés chimiques débouchent par un pore circulaire caractéristique, l'acidopore. Chez les espèces du genre Formica, le venin est projeté jusqu'à 20 cm environ. Des fourmis peuvent produire de l'acide formique ou des vrais venins. L'acide formique a été extrait et identifié pour la première fois par John Ray en 1671 à partir de fourmis de l'espèce Formica rufa. Comme nous l'avons vu, il peut être émis par l'aiguillon ou par une glande au niveau de l'abdomen chez les espèces qui ne possèdent pas d'aiguillon. Dans ce dernier cas, les fourmis du genre Formica, plutôt très agressives et que nous connaissons pour les dômes d'aiguilles ou de brindilles dans nos forêts, projettent l'acide formique en comprimant les glandes à venin, abdomen, entre les pattes. Certaines fourmis produisent une grande quantité d'acide. Le poids de ces fourmis, comme l'espèce Formica polyctena, peut être constitué à plus de 18% par l'acide formique. L'effet de l'acide formique est très simple à comprendre. Il pénètre dans le corps des autres arthropodes et les tue. Il permet aussi de repousser les prédateurs vertébrés car il irrite les voies respiratoires. Les jets d'acide s'accompagnent généralement de morsures. Dans la nature, il est assez facile, mais avec précaution, d'observer des jets d'acide, car le moindre événement sur un dôme, par exemple, comme la présence d'une main au-dessus du nid, invite vivement les ouvrières à projeter leur acide. Par définition, un venin est une substance toxique composée de plusieurs molécules actives différentes comme des enzymes. Ces molécules sont produites par une glande spéciale chez un animal. D'une manière générale, le venin est injecté par morsure ou piqûre. Le venin sert à tuer ou à paralyser. Alors il faut savoir que chez les fourmis, le venin peut être composé de l'acide formique à hauteur de 60%. Cela dit, comme le mentionne la littérature, il faut savoir qu'il existe à ce jour peu d'études approfondies en ce qui concerne le venin des fourmis, dont en termes de composants allergènes. Mais la littérature mentionne quelques exemples. Alors par exemple, le venin de l'espèce Myrmecia piriformis, considérée comme l'une des espèces de fourmis les plus dangereuses au monde, contient plusieurs composés tels que l'histamine et des hémolytiques, ainsi que toute une gamme de substances actives et d'enzymes, dont par exemple les phospholipases et des phosphatases acides et alcalines. Le venin contient aussi des phéromones d'alerte, par exemple celui de la fourmi rousse Formica rufa en contiendrait près de 30. En réalité, disons-le, la composition du venin est tributaire de l'espèce et qu'elle peut beaucoup varier d'une espèce à une autre. Par exemple, le venin d'une fourmi Myrmica rubra n'est pas celui d'une Pogonomyrmex.
Il conviendrait aussi de parler des venins des fourmis, plutôt que du venin des fourmis. Les venins peuvent ainsi avoir différents degrés d'offensivité. Cependant, le venin peut vraiment être puissant. Le venin de la fourmi américaine Pugonomyrmex maricopa est plus puissant que celui de la redoutable araignée veuve noire. Comme pour l'acide formique, certaines fourmis peuvent contenir une grande quantité de venin en elles. Par exemple, et nous terminerons sur cette information, l'espèce Ectatoma ruidum possède une glande à venin tellement volumineuse qu'elle peut utiliser 30 fois son aiguillon dans la foulée. Ainsi se termine ce numéro. La prochaine fois, nous parlerons de l'anatomie de la fourmi et en particulier de ses fonctions biologiques. À bientôt! C'était Au milieu des fourmis, une série documentaire écrite et présentée par Aurélien Haussé.